Bonjour à tous, bienvenue dans un autre épisode de notre podcast 80. Aujourd'hui, nous avons un épisode vraiment spécial. Il y a Jaime González qui nous accueille chez lui. Ouais. Donc, avec lui, on va parler un peu de l'histoire de l'Alliance, de son parcours et de comment il a vécu cette expérience de parler français en Colombie et à l'Alliance française. Bonjour Jaime, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité à ce projet. Ok. Non, on nous a dit que tu fais partie des référents des professeurs de l'Alliance française. Donc, je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours académique, personnel. Comment tu es arrivé à parler français? Pourquoi? Comment ça s'est passé pour toi, le français? Oui, j'ai commencé à m'intéresser au français parce qu'il y avait énormément de livres en français chez moi. Ma mère parlait français et lorsque j'ai fini mes études secondaires, je voulais devenir médecin parce que je voulais devenir psychanalyste. Alors je suis parti en France. Et au bout de 6 mois des études de médecine, je me suis tourné vers les humanités, la sociologie, l'anthropologie. Et je fais un parcours qui était identique, en gardant toutes les proportions, à celui de James Joyce. Parce que James Joyce est parti à Paris pour faire des études de médecine. Au bout d'un semestre, il a abandonné ses études et a commencé à se tourner clairement et exclusivement à la littérature, etc. Et il avait été président de la Légion de Marie à Dublin, James Joyce. Et moi, j'avais été président de la Légion de Marie ici à Bogota. Et quelle autre chose? On l'accusait de jouer au foot comme une fillette. On m'accusait de jouer au foot comme une fillette. Il a fini par devenir professeur de langue, moi aussi. C'est évidemment que les parallèles s'arrêtent là, malheureusement. Et pourquoi ce changement pour toi? Qu'est-ce que tu as trouvé ou qu'est-ce que tu n'as pas trouvé dans la médecine Non, je voulais devenir psychologue. C'était sous l'influence d'un de mes cousins qui était beaucoup plus âgé que moi. Alors, je voulais devenir comme lui un psychanalyste. Et à Paris, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé un article de Sartre qui s'appelait « L'homme du magnétophone », qui était une expérience qui a eu quelqu'un qui avait commencé une cure psychanalytique, mais que cette cure se prolongeait. Et un jour, il est arrivé à la séance psychanalytique, l'analysant est arrivé à la séance psychanalytique avec un magnétophone. Et l'analyste lui dit, mais non. Alors, il y a eu un affrontement. L'histoire finit de la manière suivante. Le médecin a réussi à déclarer fou son analysant et il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Alors il a réussi à écrire. Voilà. L'histoire, c'est que Sartre a écrit cet article « L'homme du magnétophone », dans lequel il donnait un coup fatal, mortel, à la confiance que j'avais dans la médecine, dans la psychologie et la psychanalyse. D'accord. Voilà. Et pourquoi l'humanité et les langues? Toujours parce que dès petit, j'étais entouré de livres. Ok. Tant mon père que ma mère lisaient. Ok. Et tu débarques à Paris, tu avais 19 ans. Oui. Tu débarques à Paris pour faire tes études. Oui. Et qu'est-ce que tu découvres à Paris? Comment ça se passe
Alors, il y a eu à Paris quelque chose d'extrêmement important pour moi et d'incroyable qui m'est arrivé. J'ai fini par avoir une chambre dans l'appartement d'une vieille dame. À ce moment, elle avait 83 ans. Elle était quelqu'un d'exceptionnel. D'abord, elle m'apportait le petit déjeuner au lit. Et tous les jours, elle organisait ce que je devais porter selon la saison, selon la météo, l'info météorologique. Et cette dame qui m'a porté pendant presque 5 ans le petit déjeuner au lit était une aristocrate, une comtesse, était milliardaire d'une famille de banquiers de Lyon, les Morand-Pons. Et elle était la mère d'un prix Nobel de physique. Évidemment, lorsque j'étais avec elle, son fils n'était pas encore prix Nobel de physique, mais ça se voyait venir. Parce qu'il disait, par exemple, il habitait Orsay, au sud de Paris. Et il allait souvent déjeuner avec nous les mercredis. C'était les jours où il faisait son cours au Collège de France. Il avait la chaire de physique de la matière condensée. Et il disait, la semaine prochaine, je ne serai pas là parce que je vais à Tokyo, par exemple, et je serai avec un tel et un tel. 4, et lui, il était le seul à ne pas être prix Nobel de physique. Alors, ouais, et le fait d'avoir passé dans l'intimité d'un personnage comme la mère de Pierre-Gilles Desgènes, qui était le physicien, m'a marqué énormément. Bah, j'imagine. Et tu as passé donc 5 ans avec madame, parce qu'elle a subi une opération chirurgicale et il a fermé l'appartement pour aller vivre avec son fils. D'accord. Et évidemment, j'ai quitté son appartement, j'ai loué un appartement 133 boulevard Saint-Michel, où je suis resté pendant pas mal d'années. Ok. Alors au total, tu as passé combien de temps en France 13-14 ans. 13 ou 14 ans. Et après, tu es rentré en Colombie. Ensuite, je suis rentré en Colombie. Oui. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi, ce retour en Colombie? Alors, je ne fais jamais de projet à long terme. Je suis venu pour des vacances. Je suis venu passer 15 jours, un mois, et j'ai décidé de rester. D'accord. Ok. Et quand tu décides de rester en Colombie, tu étais parti en adolescent, on va dire, et t'es retourné comme un adulte qui cherchait oui. peut-être un travail, qui cherchait peut-être oui, des choses à faire. Oui. En réalité, j'ai commencé pour faire un peu de sous. Je suis devenu professeur d'anglais. Et c'était presque tous mes étudiants venaient du CED, Centre d'études, Centro de Estudios de Desarrollo Económico de l'Université des Andes. Et justement aujourd'hui, dans les journaux, il y a un article de Santiago Montenegro, qui a été directeur national de planification. Et il a été un de mes étudiants d'anglais. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais travailler en dehors des institutions. Ok. Et il y a eu un problème, c'est que les étudiants d'anglais ont disparu. Parce que j'étais dans un milieu où tout le monde parlait anglais. Ok, c'était pas nécessaire. On n'avait pas besoin d'un professeur d'anglais. Alors, je me suis tourné vers le français. Et là, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'étudiants. Parmi eux, 3 ministres.
Trois ministres en exercice, parce que j'ai eu d'autres. Ok. Ok. Ça, c'est... Le premier, c'était un ministre des Affaires étrangères. Ok. Vers quelle époque c'était ça déjà? Je me rappelle que tous ces trois ministres étaient des ministres de son père. Ok. C'est-à-dire, c'est les. 18, Oui. 19. Ok. Je me rappelle un jour avec un de ces ministres, que je ne veux pas mentionner, qui apprenait le français parce qu'il avait été nommé ambassadeur, continuait à être ministre, mais il avait été nommé ambassadeur à Paris. Alors un jour, il y a eu quelque chose à l'ambassade, et moi j'étais invité, et lui évidemment. Et à ce moment, le président, l'ambassadeur français s'appelait Guy, je ne sais pas quoi. Et toujours lorsque le ministre s'adressait à lui, il disait, parce que je voudrais dire cela surtout à l'ambassadeur Gay. Et il insistait à lui donner son prénom, n'est-ce pas, toujours Gay. Le pire, c'était que cet ambassadeur, qui était militaire, si je ne m'abuse pas, il était de la marine, il était amiral ou quelque chose comme ça. C'est très facile de retrouver son nom. Et il était gay. Alors il y a eu un malentendu, et c'est extrêmement gênant pour ceux qui comprennent le français. Et voilà. Ok. Et donc, et ça, c'était des cours particuliers que tu faisais Oui. comme ça. Oui, et c'était des cours que je faisais chez moi, même avec les ministres. Parce que le premier étudiant que j'ai eu étant ministre, c'était quelqu'un qui est mort récemment. Et lui, lorsqu'on a parlé pour le cours, il a dit, où seront le cours? Je lui ai dit, où vous voudrez, monsieur le ministre, où vous voudrez. Et il a dit, alors, ici. Mais on ne pouvait pas travailler. Parce qu'un ministre des Affaires étrangères ne peut pas se refuser à parler au téléphone, par exemple, lorsqu'un ambassadeur accrédité en Colombie ou un ambassadeur colombien à l'étranger. Au bureau, il sera toujours sollicité. Oui. Alors, je lui ai proposé d'aller chez moi. Et ensuite, les deux autres ministres en exercice, parmi eux, le premier ministre de la culture qui a eu la Colombie. Ok. Qui est. Comment s'appelle celui du théâtre Major? Ramiro Osorio, qui est tout un personnage, quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a dirigé la maison Azul, la Casa Azul, où habitaient Frida Kahlo et son mari. Parce qu'il a fait un long parcours. Et il a été un des fondateurs du Festival de théâtre de Bogota, avec Fanny Mickey. Oui, Fanny Mickey. Et il continue, de temps en temps, il prend des cours de conversation avec moi. Ok, bon. Et bon, après tes cours particuliers, avec tes étudiants qui venaient chez toi, comment tu arrives à l'Alliance française? Comment tu... Ah, moi, je voulais aller à l'Alliance française, sans la connaître, parce que je n'ai jamais fait des études là. Et un jour, je demandais un rendez-vous avec le directeur, et je lui ai dit que je voulais devenir professeur de français, si c'était possible. Alors, et il s'est beaucoup intéressé à ce que je faisais, parce qu'à Paris, j'avais reçu des cours avec les grandes figures à l'époque de l'intellectualité, Michel Foucault, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Deleuze, etc.
Et alors il a dit que c'était possible, qu'évidemment qu'il voulait que je travaille avec eux. Et c'est comme ça que j'ai fini par devenir professeur à un département, un volet de l'enseignement de l'Alliance française qui était le niveau Sorbonne. On pouvait préparer ici à Bogota un diplôme de la Sorbonne sans quitter Bogota, sans quitter l'Alliance. Pour cela, il y avait des cours de grammaire, d'orthographe, d'expression orale, d'expression écrite et de culture et civilisation française. Et c'était moi qui assurais. Le cours de civilisation française. Et tu étais censé parler de quoi lors de ces cours? Quel était le contenu? Non, j'ai commencé. Je toujours faisais ce que je faisais avec mes étudiants avancés. Et j'ai commencé par une dictée. Okay. Toujours par une dictée tirée de la littérature française. Proust, Balzac, Hugo, Céline, Flaubert, etc. Okay. Oui. Et ça permettait donc de travailler aussi un peu la grammaire, l'orthographe. Ok. Et tu as abordé à partir de cette dictée, de ce contenu du livre, il y avait aussi un travail à côté avec le contenu du livre ou c'était seulement pour la dictée? Non, c'était là. Les sujets, par exemple, de chaque séance étaient normalement en rapport direct avec cette dictée que je faisais. D'accord. Et les étudiants étaient censés avoir déjà lu ces livres ou... Non. Pas nécessairement. Non. Je savais que toujours, au moins à cette époque, on échouait si on demandait aux étudiants de lire des livres. Non, nous n'avons pas la culture de la lecture. Alors si c'était un tout petit morceau, okay. Oui, mais de dire, on va lire Madame Bovary, par exemple, La Chute, ou quelque... Non. Ça, c'est trop déjà. Oui, non. Tout le monde disait que oui, mais en réalité, personne ne le lisait. Ok. Et bon, et en tant que prof, pendant combien de temps tu as été prof à l'Alliance? Grosso modo, de 1985 à 2000, grosso modo. Mais je continue à être, par exemple, traducteur de l'Alliance. Ouais. Non, pas traducteur, mais interprète. Moi, je n'aime pas trop la traduction. Ça me laisse toujours insatisfait. Je lis un texte traduit par moi, et je les corrige, et si je les reprends un mois après, j'ai encore des corrections. Tandis qu'à l'interprétation, c'est la conférence, et c'est direct, et c'est fini. Tu peux pas revenir sur ce que tu as dit, tu peux... Ah non, c'était pas comme ça, bah c'est... Ok, bah c'est intéressant ça. Bon, on pourra parler de la traduction, je pense, après, dans un autre épisode. Et pendant tes cours à l'Alliance, il y a eu des anecdotes dont tu te souviens? Il y a des moments que tu préfères dire non, ça... Comment ça s'est passé à l'Alliance? Il y a un épisode qui est impressionnant, qui a à voir avec l'histoire plutôt sombre de Bogota. Et c'est qu'un jour, je faisais un cours, c'était un niveau avancé, et quelqu'un a mentionné Campo Elias. J'ai dit, quel Campo Elias? Mais prof, Campo Elias, mais quel Campo Elias Delgado? Alors, Campo Elias Delgado, qui est tristement célèbre, avait été étudiant à l'Alliance française, avait été élève de l'Alliance française. Okay. Et tu avais cours? Et j'ai eu un cours dont il faisait partie. Évidemment, lorsque j'ai eu ce cours, les événements étaient déjà arrivés et ils n'existaient plus. Ok.
Et les étudiants, ils parlaient comment de lui Non, il disait que c'était quelqu'un de gentil, un peu trop sérieux, un peu trop formel, mais quelqu'un de gentil. Sauf une fois parce que quelqu'un avait pris une chaise dans une table où il était, sans demander la permission, il avait réagi d'une manière brutale, excessive. Ils se sont rappelés de cet épisode au moment des tristes événements de décembre 86. D'accord. Ok. Tu as eu d'autres étudiants à l'Alliance ou des souvenirs de l'Alliance? Oui, lorsque j'étais avec le groupe de Sorbonne, j'ai mentionné un prêtre et architecte italien, et Buscaglioni, et après, un des étudiants m'a abordé, m'a dit avez-vous fait vos études au collège Léon XIII? Je dis non, mais mon père oui. Pourquoi vous le dites? Parce que vous avez mentionné Buscaglioni, il est connu seulement par un tout petit groupe de gens autour des prêtres de la salle. Alors, elle m'a dit, je lui ai dit, je n'ai pas fait mes études au Léon XIII, mais mon père oui. Alors, bref, on a fini par trouver qu'il avait été camarade d'études. Mon père était contemporain. Ils avaient des études ensemble. Mon père était déjà mort, je me rappelle, au dimanche suivant de cette rencontre, le dimanche qui suivait cette rencontre, il a été chez moi et j'avais cité mes soeurs, ma mère, et on a passé un très bon moment avec Don Juan Rinco, qui était un chimiste et qui s'était intéressé à la fin de ses jours, il était intéressé par le français parce qu'il avait deux de ses fils qui habitaient la Belgique. Ok. Bon, de belles retrouvailles grâce à l'Alliance aussi et à ta profession de prof, non? Bon, Jaime, merci beaucoup pour... Je vous en prie, c'était sympathique de vous avoir. Et 20 minutes, c'est pas assez pour t'écouter, franchement. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler beaucoup plus après. Parfait, avec Merci beaucoup. Je vous en prie.